Wiko Tsuno en direct du Japon. Donc Wiko, grande artiste du Kamishibai, qu'on a l'honneur d'avoir avec nous et avec qui on a travaillé déjà plusieurs fois. On va très vite débuter. Wiko nous propose une intervention autour du Kamishibai sans parole. Je n'en dis pas plus. Elle va nous dévoiler tout ça avec des ponctuations par des histoires qu'elle a créées elle-même et qu'on aura le plaisir de découvrir. À toi, Wiko. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui et je suis vraiment très honorée d'être invitée sur cette journée professionnelle de Kamishibai. Comme j'ai plein de choses à vous dire et que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais tout de suite commencer ma présentation, mais tout de même, d'abord, j'aimerais vraiment remercier à toute l'équipe de la bibliothèque municipale de Lyon. Merci beaucoup de m'avoir invité et merci beaucoup, Monsieur Nicolas Gallo, pour votre présentation. Et merci beaucoup, Monsieur Kuratomi, d'être venu aujourd'hui, d'avoir pris du temps pour venir jusqu'ici. Merci beaucoup. Et merci à Myriam Larlèche, Myriam Fouché et Camille Raymondon de la bibliothèque de la Pardue, et aussi tous les techniciens et tous les amis de Ultramobile qui sont là et tous les amis de Cocoli Pommet aussi. Et je n'oublie pas, the last but not least, Igor et Yenena, 0 Vesela d'Asevidimo. I am very happy to see you. Donc, je commence par me présenter. Je m'appelle Yuiko Tsuno, je suis japonaise et je vais tout de suite lancer le partage d'écran. Donc, je m'appelle Yuiko et j'ai écrit plein de choses ici, mais je ne vais pas tout raconter. Mais donc, j'ai fait l'étude de beaux-arts et donc j'ai été formée en peinture au début. Et après, je me suis dit que peinture et le théâtre, ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai redécouvert le Kamishibai, redécouvert parce que je suis japonaise et j'ai vécu mon enfance au Japon. Et du coup, le Kamishibai était quelque chose de très familier pour moi, mais je ne considérais pas comme un outil d'expression. Et donc, j'ai redécouvert le Kamishibai en 2013 et depuis, je fais mes histoires et je fais des peintures, j'illustre et j'interprète mes propres histoires. Donc, certaines histoires sont éditées en France et d'ailleurs qui sont disponibles à la Kamishithèque. Voilà. Et ce qui est important ici dans le tableau, dans cette partie, c'est que je fais partie du collectif Ultramobile. Tout à l'heure, Igor et Yelena disaient que c'était 7 samouraïs, parce que nous étions 7 à cette époque-là. Nous nous sommes rencontrés et on s'est dit qu'il y avait beaucoup de points communs entre la pratique du Kamishibai ici à Lyon, et en Slovénie. Et importante aussi ici, et je suis très honorée d'avoir reçu les prix Belly Delphine et Morigenos du Festival international de Kamishibai à Piran. I am very honored and I say always that I received the prize of Belly Delphine and Morigenos. Thank you for that. Et j'ai fait aussi partie des jurys des concours Kamilala, dont Myriam Fouché vous parlerait dans l'après-midi. Voilà, donc ça, c'est à peu près ce que je suis. Et je vais... Attendez, voilà. Et donc, je vais commencer par vous présenter un peu le Kamishibai au Japon et le Kamishibai en France. En fait, j'ai vécu en France quand j'étais petite, donc de 0 à 3 ans. Et pour moi, la France est un pays que j'affectionne en tant que mon deuxième pays natal. Et en même temps, j'ai vécu, à part ces 3 premières années
J'ai vécu toute longue de ma vie au Japon, donc je suis japonaise. Et je vais développer ce point un peu après, mais donc le kamishibai en France et au Japon, c'est deux côtés différents. Hum, voilà, et très important pour moi, ça m'a fait poser beaucoup de questions à ma création, etc. Donc je vais commencer d'abord le fond de l'histoire du kamishibai au Japon, donc voilà, tout ce qui était derrière nous. Donc, le kamishibai au Japon est né en 1930 dans les rues du Japon. Et vous avez certainement vu beaucoup d'images sur Internet. En 1935, à Tokyo, il y avait 2300 kamishibai, donc les artistes de kamishibai, et 1 million d'enfants qui regardaient le kamishibai chaque jour. Donc, c'était une grande culture au Japon à cette époque-là, puisqu'il n'y avait pas de télévision ni manga, rien du tout pour les enfants. Donc, le kamishiba était le seul divertissement pour les enfants. Et c'était à partir de 1936 que des pédagogues se sont intéressés par la force du kamishibai pour l'enseignement. Et ça s'appelle le mouvement Kyoiku Kamishibai, Kamishibai pédagogique ou Kamishibai pour l'éducation. Et après, pendant les guerres, le gouvernement japonais s'est intéressé aussi par la force du kamishibai. Et c'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup de kamishibai propagande. Donc, je ne parlerai pas beaucoup en détail, mais il y avait beaucoup de kamishibai qui, euh, qui disaient que la guerre était bien, tout simplement. Et donc, il y avait beaucoup de personnes, y compris les enfants, qui regardaient le kamishibai pendant cette époque-là. Et il ne faut pas oublier de dire que les artistes et les écrivains ont été forcés à faire ce genre d'histoire malgré leur cœur profond. Et donc, après la guerre, les artistes étaient vraiment traumatisés par cette expérience et ils ont décidé, voilà, ils ont fait la résolution que le kamishibai doit être utilisé pour la paix. Et parmi eux, il y avait des artistes, des illustrateurs, des écrivains qui ont, et les éditeurs qui ont créé Doshinsha à cette époque-là, donc juste après-guerre. Et maintenant, toujours, ça continue. Donc, le kamishibai doit être utilisé pour la paix. C'est le principe, c'est quelque chose que tout le monde qui fait le kamishibai au Japon a dans le cœur. Vraiment, on pense que c'est très important, puisque nous savons que dans d'autres époques, le kamishibai avait des mauvais rôles auprès des enfants. Et c'est même s'il y a plusieurs branches du kamishibai, le kamishibai pédagogique, kamishibai de rue, kamishibai de contemporain, tout le monde pense que le kamishibai doit être utilisé pour la paix. Donc c'est la vision japonaise. Et j'ai mis une photo de Madame Noriko Matsui, qui est auteuse et illustratrice de encore plus gros, que je pense que vous connaissez tous. Donc, c'est elle qui a fait beaucoup de recherches et qui a trouvé la caractéristique du kamishibai, qui est le kyokan. Donc, c'est le partage du sentiment. Et quand on fait le kamishibai, il y a quelque chose qui circule entre le public et l'artiste ou l'interprète. Et ce partage de sentiments, ça grandit donc je vous inviterai de vous renseigner plus sur le site de Ikaja. Mais vraiment, le kyokan, ça a été trouvé après-guerre, disons vers la fin du XXe siècle. Et j'ai résumé vraiment très brièvement l'histoire du kamishibai, mais ce que je voudrais insister ici, c'est que donc il y avait d'abord le kamishibai de rue et ensuite le kamishibai pédagogique, et il y avait la guerre. Et la guerre était vraiment
un élément qui impose dans la culture japonaise, dans le kamishibai japonais. Et pratique du kamishibai au Japon d'aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, je vous ai dit tout à l'heure un peu brièvement, il y a toujours le kamishibai pédagogique, Ikaja, Doshinsha, et qui se font dans les bibliothèques, dans les écoles, dans les foyers. Et il y a le kamishibai de rue traditionnel, donc à la style de l'époque. Il y a San Yukai ou Yasan Ichija que vous pouvez voir dans le musée de manga de Kyoto. Et il y a aussi des kamishibai de rue contemporains, des artistes qui font d'une manière plus libre. Vous pourriez voir si vous venez un jour au Japon. Voilà. Et je ne vous apprends rien, c'est l'histoire, donc l'histoire bref du kamishibai en France. En France, le kamishibai est arrivé en 1970, donc c'était à la petite bibliothèque ronde. Madame Geneviève Pat a reçu une stagiaire japonaise et un illustrateur japonais qui les ont présenté le kamishibai. Et voilà, depuis le kamishibai, voilà, chez vous, en France, ça se développe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et quand un Japonais au Japon, moi, par exemple, moi, je dis au Japon à des amis ou à des gens que le kamishibai, maintenant, il est très populaire en France. Et tout de suite, voilà, le Japonais devient très fier du Japon en pensant que notre culture de kamishibai voilà, qui est de chez nous est appréciée dans le monde entier. Et là, les Japonais sont très heureux. Et on vient chez vous, en France, en Slovénie aussi, et on découvre le kamishibai, mais pas tout à fait comme nous faisons au Japon. Donc, on commence à se dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà, vous dites que vous faites le kamishibai, mais le kamishibai que vous faites ici n'est pas exactement le kamishibai que nous connaissons. J'ai été souvent confrontée à cette question, voilà, cette collision peut-être. Voilà, mais pourquoi vous appelez ça kamishibai? Mais kamishibai, c'est pas comme ça. Et il y a parfois, ça se passe parfois mal. Donc, j'ai commencé à me poser des questions, mais qu'est-ce que c'est un kamishibai en France? Et j'ai découvert, par exemple, le théâtre de papier en France. Voilà, ce sont des photos que j'avais prises au musée de Gadagne de Lyon. Et en fait, en France, je suis arrivée à une conclusion. En France, vous aviez déjà la culture comme conte, marionnette, théâtre de papier, livre d'images, et le kamishibai en fait partie. Et ce n'est pas comme une importation culturelle de cérémonie du thé ou kimono, origami, ikebana. Ce sont des cultures purement japonaises. Et quand on importe cette culture par exemple, de cérémonie de thé qui n'existait pas du tout en France, euh, on fait à la japonaise. Mais comme il y avait quelque chose déjà qui ressemblait au kamishibai, en fait, c'est ça, c'est pas le kamishibai japonais que on fait en France, mais c'est quelque chose de différent. Et moi, j'insiste ça au Japon pour toutes les personnes voilà, qui deviennent tout de suite très, très fières de soi en disant ah, mais la culture japonaise est appréciée en France. Oui, mais attention, c'est vrai, mais c'est vrai, mais pas tout à fait vrai. Parce que le kamishibai est pratiqué en France d'une manière différente. Je pense que Yelena et Igor avaient parlé de cela tout à l'heure, mais voilà, j'approuve cette- voilà, ce froissement, peut-être. Et donc, voilà, j'étais un peu, quand j'habitais en France de 2014 à 2017, dans ma tête,
c'était un peu comme ça. C'est pas la générosité, enfin, généralité que je parle, mais c'est dans ma tête, dans ma tête personnelle. En fait, il y a le côté japonais qui est la tradition et l'histoire du Japon, l'histoire concernant la guerre et voilà, la naissance du Kamishibai et les guerres et la résolution après la guerre. Le Kamishibai doit être utilisé pour la paix. Ça, il y a le côté ça. Et aussi, il y a la formation et théorie qui nourrit la création d'une œuvre. C'est vrai, j'ai suivi la formation de Ikaja en 2013 et je suis toujours. Et c'est vrai que grâce à la théorie, je découvre beaucoup de choses. Donc ça, c'est, et c'est le fruit de milliers de recherches, milliers d'œuvres qui ont été déjà faites. Et on a recherché et on a appris des choses. Donc ça, c'est c'est le côté japonais. Et en France, je ne sais pas en vrai en France, mais pour moi, une japonaise, la France, c'est le pays de la liberté et de la poésie. Et donc, je fais souvent cet aller-retour entre les deux côtés qui sont complètement euh, oui, différents. Oui. Et les deux côtés s'unissent à la beauté. Et je vais vous présenter donc après ce que ça signifie, mais donc dans ma tête, c'est un peu comme ça. Alors, donc, pour commencer, ma première expérience du Kamishibai sans parole. Je vous ai dit que j'ai commencé à faire le Kamishibai en 2013 et cette œuvre, j'ai mal écrit ici, c'était en 2013. J'ai fait ça un jour au café sans rien appris du Kamishibai. À cette époque-là, j'avais une image très vague de Kamishibai et je ne connaissais pas la théorie, je n'ai pas encore suivi la formation, donc je ne connaissais rien du tout sur le Kamishibai, juste une idée des planches qui glissent et tout. Et j'ai fait cette œuvre. Alors, comme cette œuvre est très claire, c'est difficile de le faire ici, donc je me permets de vous montrer en écran. Alors, voilà. Alors, c'est bon. Imaginez que c'était dans le bouteille. Un jour, au café, un monsieur âgé et une dame âgée prennent tous les deux un café. Ah, ça. Mariage. Le monsieur regarde, la dame regarde aussi. Et la dame sourit doucement. C'est ce que j'ai vu un jour dans un café.
Merci beaucoup. Et je reviens en mon PowerPoint. Voilà, donc c'était un jeu au café. Au Japon, ce n'est pas un kamishibai. Et c'était seulement en France et en Slovénie que cette œuvre était appréciée. Au Japon, c'est pas un kamishibai pour plein de raisons. Mais cette œuvre, et le fait que ça a été apprécié en France et en Slovénie, elle m'a donné l'envie et le courage de développer le côté poétique du kamishibai, même si ce n'est pas le kamishibai au Japon. Et donc, à partir de 2014 à 2020, j'habitais en France pour faire du kamishibai. Et j'ai créé beaucoup d'histoires que je vous ai présentées tout à l'heure. Et ce qui m'a permis d'être invitée en Slovénie, à Ljubljana en 2018, à l'occasion de The Art of Kamishibai, The World of the Image and the Image of the World. C'était un colloque international qui a eu lieu à Ljubljana en 2018. Et j'ai eu à cette occasion le Kamishibai entièrement chanté que vous avez vécu tout à l'heure avec Igor. Et le Kamishibai est presque muet, accompagné par la musique. Et le Kamishibai pour adultes, traitant des sujets un peu philosophiques et poétiques. Et c'était la révélation pour moi parce que au Japon, il y avait personne qui faisait le Kamishibai pareil. Et je me souviens que donc, à Ljubljana, il y avait des Japonais aussi. Et quand on a vu dans le programme, il y avait une séance de kamishibai pour adultes. Et tout le monde a pensé que c'était un kamishibai érotique. Et donc, ah, maintenant, on ne va pas regarder le kamishibai pour adultes. Et j'ai resté pour voir ce que c'était. Et c'était pas du tout ça. C'était pas du tout. Et après, j'ai réfléchi. Et en fait, je me suis rendu compte que le kamishibai est tellement populaire en Japon et tellement connu en étant pour enfant, ça ne vient même pas à l'idée que le kamishibai philosophique puisse exister. Donc, voilà, c'était une grande découverte pour moi. Après, donc en 2019, c'était en France, après le retour de la Slovénie, et en ayant beaucoup de... Déjà, hein, j'avais créé avec des amis le collectif Ultramobile, et en se nourrissant beaucoup avec des collègues, la conception même du kamishibai était en train à commencer à changer en moi. Je vous présente maintenant cette œuvre, Poisson rouge. Comme c'est assez court, je pense que ça va pouvoir se faire. Mais, Hajimari, Hajimari. Un jour, Kakeru, le petit garçon, il joue dans la rivière. Et là, il trouve un poisson rouge. Merveilleux! Waouh, je vais l'attraper! Piam, 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 piam. Il essaye plusieurs fois. Piam, 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 piam. Ah, j'ai attrapé! Le poisson saute sur ses pommes. Ah, qu'est-ce que t'es beau, je t'adore! Kakelu lui fait un gros câlin. Mais quand il rouvre la main, le poisson ne bouge plus. Ah, je suis désolée. J'aurais, j'aurais dû te laisser dans l'eau. Oh, mais oui, le poisson ne peut pas vivre dans l'air. Kakelu remet le poisson dans l'eau.
Est-ce qu'il retrouve ses forces? Hmm. Ah, tant mieux. Le poisson retrouve ses forces et il commence à nager dans l'eau. Il nage, il nage, il nage. Et il se retourne. Et tchang, il saute vers Kakeru. Merci, merci beaucoup de m'avoir rendu dans l'eau. Tiens, je t'invite chez moi. Viens avec moi. Kakeru prend la queue de poisson et plouf, tous les deux sautent et plongent dans l'eau.優しく色美しく酒よ酒よと輝きながら。Papa, maman, nous voilà. Oh, mais t'étais parti où? On était très inquiets. Maman, ce petit garçon, Takeru, il m'a attrapé, mais il a rendu dans l'eau. Et c'est pour ça que je l'ai invité chez nous, pour le remercier. Oh, merci beaucoup, mon fils. Merci beaucoup, garçon. Tiens, mais j'imagine que tes parents sont inquiets aussi, n'est-ce pas? Bien, on va te guider avec tout le monde. La, 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 la. La, 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 la. Merci beaucoup de m'avoir invité chez vous. Non, mais rien du tout. Tu sais, nous sommes toujours ici et tu es toujours le bienvenu chez nous. Hein? Tam, ta, ta, tam, tam, ta, ra, 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 tam, la, 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 tam, la, la. Merci, merci beaucoup. Alors, je reviens sur mon... Oui. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit Kamishibai. J'espère que ça marchait même en étant par Zoom. Donc, dans cette histoire, j'ai chanté. Et c'était quelque chose qui était assez nouveau pour moi, mais je voulais exprimer le passage entre le monde réel et le monde fantastique. Mais quand j'écrivais cette histoire, la simple narration me paraissait trop lourde et affaiblissante. C'est la poésie, la poésie. Donc, jusqu'aux dernières minutes, je cherchais les mots, mais je ne trouvais pas le mot. Et un jour, au moment de la représentation, je me suis dit que bon, je pense que je vais me lancer à chanter. Et j'ai chanté. Et le résultat était inattendu. Le public était ému lorsque je chantais en faisant défiler les planches. Plus ému même lorsque je racontais. Et je me disais, mais je ne faisais que défiler les planches et que je ne faisais presque rien, si ce n'est chanter. Et c'est lors de ces moments de silence que j'ai ressenti l'émotion du public. Et c'était quelque chose qui était vraiment très inattendu pour moi parce que j'avais en moi une image d'artiste de Kamishibai qui est enthousiaste, qui est passionnant et qui
même s'il n'était pas passionnant, sa présence comptait beaucoup. Et au moment où je chantais, que je me taisais, je défilais la planche, je ne sentais pas que j'étais en train de faire quelque chose. Mais c'était le moment où j'étais le plus discrète que, que l'effet poétique a eu beaucoup plus de force. Et j'ai commencé à me demander pourquoi. Là, ma troisième expérience, c'est cette œuvre. J'aimerais beaucoup vous le présenter. Alors maintenant, je vais lancer une vidéo parce que j'ai une vidéo et je pense que la qualité d'image est mieux en vidéo. Et j'espère que vous n'êtes pas fatigué de voir autant d'histoires, mais j'espère que ce n'est pas fatigant pour vous. Alors, je lance ça. Lance mon... Attendez, juste un instant. J'avais effacé. Voilà. Attendez. Ça va venir. Voilà. Voilà. Je partage mon écran. Et voilà. Je vous laisse regarder. Au pied d'une montagne, il y a un petit village. Et dans la montagne, il y a une petite maison. Et dans la maison habite une femme qui s'appelle Yvette. Elle habite toute seule. Elle cultive des légumes dans son potager. Elle se lève quand le soleil se lève et elle se couche quand le soleil se couche. Sa vie est tranquille, elle n'a pas d'amis et elle ne sort presque jamais. La seule fois qu'elle sorte, c'est quand elle va à l'épicerie du village pour échanger ses légumes contre des autres produits. Elle descend la montagne et elle arrive à l'épicerie de Marcel. Et voilà Marcel. Marcel est un monsieur qui habite tout seul et qui tient seul le magasin. Bonjour Marcel. Oh, bonjour Yvette, comment allez-vous? Eh bien. Alors, aujourd'hui, je vous ai apporté des tomates et des aubergines. Tenez. Oh, merci beaucoup, ils ont l'air très bons. Alors, qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais bien avoir 2 bouteilles de lait et un paquet de sucre, s'il vous plaît. Tenez. Merci Marcel. Eh bien, au revoir. Bonne journée. La rencontre est simple et rapide. Mais pas aujourd'hui. Ah, Yvette, attendez. Marcel retient Yvette. Ce soir, dans le village, il y aura la fête des Lumières. Il y aura les lumières partout. Il y a aussi de la musique, des bons repas, du bal. Ce serait vraiment très sympa.
est-ce que, est-ce que ça vous dirait d'y aller avec moi? Enfin, euh, t- tous les deux ensemble? Je suis désolée, mais je ne sors jamais le soir. Ah, ah oui, je comprends. Ah oui, d'accord. Alors, bonne journée. Merci, Marcel. Je suis désolée, hein. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Et Yvette rentre à la maison. Le soleil commence à se coucher et Yvette est déjà dans le lit. Elle se souvient de l'invitation du Marcel. Hmm, ça fait vraiment longtemps que l'on ne m'a pas invitée à une soirée. Et elle s'endort. À minuit, elle se réveille. Et elle aperçoit une petite lumière mystérieuse par la fenêtre. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Elle se lève. Elle sort de la maison. La lumière flotte mystérieusement, comme si elle l'attendait. Yvette poursuit la lumière. Elle marche dans la forêt, guidée par la lumière. Et elle arrive à un étang. Et là, elle voit une autre lumière, deux autres lumières, trois, quatre. Oh, mais plein, plein de lumière. Ce sont des lucioles. Et dans le ciel, des millions d'étoiles brillent. Oh, c'est beau. Le lendemain, elle ne peut pas oublier juste un instant ce qu'elle a vu la veille. Je veux revoir des lucioles. Elle a hâte que le soleil se couche. Et le soir, elle attend dans le lit que la lumière mystérieuse revienne. Mais elle ne vient pas. Bon, c'est pas grave, je vais y aller par moi-même. Ah mais non, il fait trop sombre. Je ne peux pas marcher dans la nuit comme ça. Il faut... Ah mais oui, il faut une bougie. Et voilà, la bougie éclaire bien la nuit. Pourtant, le vent nocturne souffle et fait
clignotait la flamme. Ah mais non, le vent est trop fort. Il faut que je protège la flamme. Elle revient dans la maison. Ah, comment faire? Hmm, Je savais bien que sortir la nuit était compliqué. Mais je veux vraiment revoir les lumières. Ah, elle regarde désespérément autour d'elle. Et alors, elle voit une bouteille du lait que Marcel lui avait donné. Ah, j'ai une idée. Oh, et voilà, ça fait une petite lanterne. Oui, la bouteille protège bien la bougie. Alors, avec la lanterne de la bouteille du lait, Yvette commence à marcher. Elle n'a plus peur. Le vent nocturne est très agréable. Et enfin, elle arrive à l'étang. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est magnifique! C'est bien dommage que je sois toute seule ici. Je voudrais partager cette beauté avec quelqu'un. Quelqu'un? Mais non, pas avec quelqu'un, mais avec Marcel. Mais oui. Alors, elle descend la montagne comme une jeune lapine. Marcel, Marcel, c'est moi, Yvette. Il faut que je vous emmène à un endroit. Bonsoir, Yvette. Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'arrive. Il faut que je mette une petite veste. Attendez un petit peu. Marcel sort de la maison et il prend la main de Yvette. Tous les deux marchent ensemble et arrêtant. Merci beaucoup d'avoir regardé ce Kamishibai. Donc, c'était la nuit lumineuse que j'ai créée en 2019. Devant une beauté sublime, on en perd les mots. Et entre deux amoureux, quand on se contemple,
le silence se suffit à lui-même. C'est ce que je voulais représenter avec cette histoire. Et pour créer cette histoire, pour présenter finir cette histoire, j'ai beaucoup hésité. Parce que cette histoire, d'abord, elle a 26 planches, ce qui ne se fait pas dans le kamishibai japonais. Et une histoire pour adultes, c'est pas un vrai kamishibai au Japon. Et avec plusieurs planches sans parole, mais ni avec, sans rien, sans aucun son, c'est pas kamishibai au Japon. Et donc, dans ma tête, vous vous souvenez, le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait le côté japonais qui disait que maintenant, si j'ai fait ça, c'est pas le kamishibai. Mais d'un autre côté, il y avait donc tous les amis ultramobiles qui me disaient que voilà, la beauté gagne tout. Et j'étais attirée vers, voilà, vers cette beauté-là. Et la première fois que j'ai présenté cette œuvre, c'était en Slovénie, à Piran. J'ai été invitée. Et donc, s'il n'y avait pas le festival de Piran, j'aurais jamais eu aussi le courage. Parce que je savais qu'à Piran, je pouvais le présenter. À Piran, I was sure for me that I could present this story in Piran. So that's really the festival of Piran encouraged me to do this, to make this story. Donc, si je ne rencontrais pas les amis ultramobiles, si je n'ai pas été invitée en Slovénie, je n'aurais jamais pu oser créer cette histoire. Et comme je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai voyagé beaucoup en France, en Suisse, en Allemagne, en Slovénie, au Pérou aussi. Et vous allez reconnaître ici Yelena et Igor. Et donc, je voyageais un peu partout dans le monde, un peu, pas partout, mais dans beaucoup de pays. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu la deuxième partie de mon intervention, même s'il me reste juste 10 minutes. Je vais aller vite. Le kamishibai unit le monde, mais la grande barrière reste la langue. Et j'ai commencé à réfléchir sérieusement sur les avantages du kamishibai sans parole, qui va au-delà de l'effet poétique. Les 3 barrières linguistiques que j'ai rencontrées, j'ai listé, donc d'abord la langue étrangère, et deuxièmement les personnes malentendantes et le jeune public. Moi, j'aime beaucoup les langues, j'aime beaucoup apprendre la langue. J'aime beaucoup la langue française, j'apprends toujours. J'ai appris le slovène aussi pour aller en Slovénie. J'aime beaucoup l'espagnol aussi. J'aime apprendre la langue. Mais dans le monde entier, il y a vraiment beaucoup de langues et on ne peut pas apprendre toutes les langues. Mais bon, il y a donc pour la barrière linguistique, les solutions sont donc apprendre la langue ou avoir une interprète à côté. C'est ce que nous avons vécu tout à l'heure avec Yoel et Elena. Et créer une œuvre bilingue, multilingue. Par exemple, je fais une petite publicité. Donc, il y a Mon histoire qui a été édité en Allemagne. Il y a d'ailleurs le point de vente en France aussi. Et on peut créer des histoires bilingues, multilingues pour franchir la barrière linguistique. Mais il y a les limites. On ne peut pas faire une histoire avec le chinois, avec le chinois, arabe, slovène, russe, avec toutes les langues, ça ne serait pas possible. Mais donc, il y a les limites quand même. C'est un peu limité comme solution. Les personnes malentendantes, on peut apprendre la langue des signes, la langue des signes. Là, par exemple, à la maison atelier Fujita, j'ai eu l'occasion de faire le kamishibai avec une interprète de la langue des signes. Mais là aussi, c'est très difficile. Je ne dirais pas difficile, mais il faut faire beaucoup de préparation. Et d'ailleurs, cette langue des signes, c'est différent dans chaque pays. Donc, on est confronté à la même question, même si on réussit à faire avec une interprète en français, ce ne serait pas la même langue avec les Japonais.
Et il y a le jeune public. Donc, voilà, pour les bébés, c'est le mien. J'ai présenté mon histoire à, à un bébé, mais il ne comprend pas. Et donc, pour les bébés et les tout petits, le jeune public, on peut utiliser un langage qui peut être compris. Je pense que c'est ma collègue de Ultramobile, Fanette Moulin, qui vont vous parler plus précisément sur ce sujet. Et aussi, c'est aussi important de leur parler avec un langage correct. Mais il y a plusieurs solutions, mais qui ne couvrent pas la totalité, qui ne couvrent pas tout. Et si l'histoire pouvait se dérouler sans parole, serait-il briser la barrière de la langue? Et c'était un des thèmes de l'année 2022-2023 de Ultramobile. Et je tiens à remercier à mes collègues pour cette piste de réflexion. J'y réfléchis. Donc, c'est dans ma tête encore. Dans ma tête, je me disais que quand on contemple ce qui se passe dans la nature, il n'y a pas de parole, mais on comprend ce qui se passe devant soi. Et le kamishibai sans parole peut représenter la beauté poétique que les mots ne peuvent pas décrire. Il pourrait être accompagné par les chants, bruitage, musique, onomatopée, les mots et mon cité du rôle signifiant. Alors, j'ai utilisé le mot que j'ai appris quand j'étudiais les poèmes surréalistes. Voilà. Et le kamishibai sans parole est accessible pour tous, peu importe la nationalité. Donc, ça pourrait être universel. C'est ce que je pense en ce moment. Et j'aimerais, pour finir, présenter ma dernière expérience entièrement sans parole. Je viens de réaliser récemment. Alors, je vais présenter en visio. Vas-y, Marie, vas-y, Marie. La, 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 la. La 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 la.
Merci beaucoup. Ah. Alors, résumé pour le moment. J'ai fait plusieurs essais pour créer cette histoire et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et pour le moment, je pense que l'histoire du Kamishibai sans parole devrait rester simple. On ne peut pas regarder sans parole pendant 20 minutes. L'image de Kamishibai sans parole devrait être concrète pour qu'on comprenne sans explication ce qu'elle représente. J'ai fait plusieurs essais et parmi ces essais, il y avait des planches qui étaient très abstraites voilà, qui devait représenter normalement la Lune, mais personne ne comprenait si c'était une Lune. Voilà, comme je n'avais pas de mots, comme je ne donnais pas d'explication, c'était difficile de se faire comprendre. Voilà. Donc, le Kamishibai sans parole, ce projet est toujours en cours de réflexion, et car je n'ai pas encore trouvé toutes les réponses, mon travail peut encore s'améliorer. Ma réflexion est le fruit de mes pensées. Ma pensée et mes expériences, elle est personnelle et n'est basée sur aucune étude scientifique. Mais j'espère que mon intervention vous permettra de vous inspirer dans votre démarche. Je me suis permise de vous présenter beaucoup d'histoires avec les paroles. J'ai pas, j'ai pas montré tout de suite le Kamishibai sans parole. C'était parce que je voulais aussi vous montrer ma démarche qui était donc j'ai commencé par plein de textes et j'ai osé faire une chose et, euh, et voilà, au fur et à mesure, j'ai découvert petit à petit le, le potentiel de Kamishibai sans parole. Autrement, ce n'était pas une idée qui m'est venue comme ça, Kamishibai sans parole, pas comme ça, c'était pas comme ça, mais c'était découvert au fur et à mesure et c'est toujours en cours. Le travail est toujours en cours. Donc, je voulais vous présenter toutes mes démarches. C'est la fin de mon intervention, mais juste avant de finir, je voulais donc il y a une autre raison pour laquelle je voulais présenter absolument cette histoire de Marcel et Yvette. J'ai, je n'avais pas, je, au moment de la création, je n'avais pas ça dans la tête, mais en regardant, en re-regardant l'histoire, je me suis rendu compte que peut-être cette petite maison de Yvette dans la montagne, pour moi, ça peut représenter un peu la culture japonaise. La culture japonaise, le Japon et le monde. Et le Japon a la tradition et la culture, et surtout le Kamishibai. C'est né au Japon et ça a été perfectionné au Japon. Il y a beaucoup de chefs-d'œuvre au Japon. Et donc, le Japon se suffit par lui-même. Et peut-être, comme Yvette, euh, la culture japonaise, le Kamishibai japonais, pouvait rester au sommet de la montagne, comme ça, dans la maison. Et c'est aussi très bien. Mais en même temps, il y a le monde, donc voilà, vous, toutes les personnes qui pratiquent le Kamishibai dans le monde. Et voilà, donc on peut rester, voilà, j'aurais pu rester au Japon, dans cette petite maison, en se contentant de la richesse de la culture japonaise. Mais en même, la rencontre avec vous, avec Ultramobile, avec Igor et Elena, avec toutes les personnes qui font le Kamishibai en France et dans le monde entier, ça m'a fait sortir de cette maison de Yvette. Et c'est là où, mais c'était pas, ça s'était pas fait tout de suite. C'était fait très discrètement. Au début, on n'a pas de courage, et puis petit à petit, et on arrive à avoir la beauté, le splendeur des choses. Et je dirais que je faisais aller-retour de la maison et l'étang des Lucioles. Je dirais que nous sommes dans les cultures différentes,
Et on fait le kamishibai français, on fait le kamishibai japonais, on fait le kamishibai slovène. Mais on monte la montagne par des pistes différentes. Et on aura le rendez-vous au sommet, à la beauté, où il n'y a aucune barrière. Et c'est ce que je vais parler aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à vous tous et à toutes à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on aura un petit peu de temps pour échanger, pour des questions. Merci. Merci beaucoup, Iko, pour ton retour d'expérience, ton partage en lien avec ta culture, avec ce que tu avais envie de nous transmettre aujourd'hui et cette évolution aussi et ce cheminement dans ton propre parcours professionnel inspiré du Japon, de la France et de l'Europe, bien au-delà, voire de l'international. On va laisser place à quelques questions avant de passer à la suite. Ma collègue passe dans la salle, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Il y en a une au fond et on en prendra une ici. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était passionnant et enrichissant. En fait, c'est plus une réflexion sur, j'ai beaucoup aimé sur le Kamishibai sans parole. J'aime beaucoup cette réflexion. Et je pense que il y a beaucoup de réflexions qui ont été faites, notamment en France, sur l'album sans parole et qui enlève cette barrière de la langue. Enfin, on appelle ça aussi l'album tout en images. C'est plus positif. Et c'est vrai que nous, par exemple, on a l'occasion de travailler avec du public dont la langue maternelle n'est pas le français. Et voilà, c'est quelque chose de passionnant de travailler avec ces albums sans parole qui peuvent raconter des histoires très, très fortes, alors qu'il n'y a pas un seul texte, pas un seul mot. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut enrichir votre réflexion. Merci beaucoup. Oui, en effet, j'avais déjà dans ma tête qu'il y avait l'album sans parole. Et la grande différence, c'est qu'il y a une interprète. Et c'est ça qui m'était très difficile à avancer dans le projet. Parce qu'il y a, dans le livre sans parole, on peut être vraiment seul, sans parole. Et comme il y a une interprète, je me demande quel est le rôle de cette interprète. Mais peut-être que la simple présence parle beaucoup. Et le fait de se taire, ça voudrait dire quelque chose. Peut-être, l'interprète, elle est déjà là, mais elle choisit de ne pas parler. Et ça pourrait être aussi une langue, ça pourrait dire beaucoup de choses, peut-être. Donc, merci beaucoup pour votre réflexion. Bonjour, merci beaucoup pour votre venue aujourd'hui. J'ai une question sur la création des kamishibai. On voit différents kamishibai et donc j'ai relevé en fait que dans vos créations, vous mettez déjà la première scène, le premier panneau, dès l'ouverture en fait du panneau. Vous insérez l'image et vous lancez déjà l'image alors que vous n'avez pas ouvert entièrement vos panneaux en fait et on est déjà entraîné dans l'histoire alors que les panneaux sont pas ouverts et vous faites la même chose à la fin. C'est-à-dire que vous mettez l'élément jusqu'au bout, jusqu'à la fermeture en avant et je trouve que c'est bien, on a l'impression de zoomer sur l'élément de l'histoire et je trouve ça magnifique. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est ce que j'ai appris par la formation de Ikaja. Donc, voilà, ça voudrait dire que la formation, ça sert beaucoup. Mais voilà, donc à la formation de Ikaja, on a appris que effectivement, on peut jouer sur l'ouverture. Et déjà, donc, quelle planche on met ici, quelle image on met. Voilà. On est là, comment faire. Voilà. Donc, on peut choisir par où on œuvre. Et voilà. Merci beaucoup pour votre retour. Et
je tiens à remercier Ikaja pour toute la formation qu'elle nous donne aujourd'hui. Vous parliez de l'interprète, de comment se placer par rapport aux bouteilles. En fait, pour moi je découvre le monde du kamishibai aujourd'hui. Donc, j'ai très peu de notions. Mais par contre, je suis comédienne et conteuse. Et pour raconter, pour moi, ça passe pas forcément par la parole, mais ça passe par le corps. Et comment donner corps, en fait, que ça soit objet ou vie. Pour moi, dans votre histoire, il y a plein de vie de par les dessins qui ont des couleurs, des formes. Et puis, vous, en fait, vous disparaissez pas du tout parce que à chaque image, vous avez un rythme pour enlever l'image, glisser. Et puis d'un coup, vous décidez, ah, à ce moment-là, je l'enlève. Et du coup, dans notre esprit, se fait une action qui se raconte à nous-mêmes, en fait. Et du coup, ça se suffit pleinement. Parce que ce sont vos mains qui deviennent, en fait, la conteuse de l'histoire. Là où ça me pose question, vos dessins sont sublimes. Est-ce que ça marcherait avec quelqu'un qui ne sait pas dessiner? Est-ce qu'on aurait la même beauté rien qu'avec le geste? Qu'est-ce que ça serait pour un enfant qui passerait derrière votre position, qui déciderait de raconter son histoire? Est-ce que il y aurait la même fascination? C'est très jugeant, hein, ce que je dis. Mais est-ce qu'il y aurait la même fascination tout au long de son histoire à faire défiler ses feuilles? Voilà, c'est juste une piste de réflexion qui m'est venue. Merci beaucoup. Oui, c'est une bonne piste de réflexion. Thank Je you. vais... Hello, Eureka. I was crying a little bit. So, thank you for your for being a part of your journey, artistic, I think. Yeah. I think we, in fact, always communicate. Also, if we don't use words. And I felt that your kamishibai has a special way of speech. It is without words, but it is not without language. And you invite special language in every story. So I think I fight for language, of course. And I think also the pictures are language, of course. But there were other languages in your presentations too. We can of course learn from little children. They develop their languages without words, and we understand everything. So I think we all use language. And I remember, Piran, when you got the prize, you wrote on your because you used Slovenian language. Also, of course, it was one of the reasons, because the people were so happy to hear a Japanese person telling a story in a language which is talked by 2 million people, because we always learn other languages, and in one moment someone is telling a story in our own language, even it doesn't work studying one very complicated language which 2 million people, it's not economical, which 2 million people talk. Yeah, and you did it. So the languages are, there were words, but there are many, many languages. I wanted to say that silence is also language, and the rhythm is also language, and your whistling is also language, and your it's also language. And of course, I felt it was not without words. Sorry. Thank you very much. Thank you. Sorry, mais je continuerai pas en anglais.
Voilà, moi, je m'oriente vers des histoires pour adultes et notamment de reprendre des poèmes. Notamment, j'en ai un en cours avec Baudelaire. Et vous avez parlé une phrase qui m'a résonné en moi, c'est le Camille philosophique. Et vous avez posé des mots sur ce que je veux du Camille et ce que je veux faire avec lui. Donc, super. Feu. Merci beaucoup. Merci Au revoir. Merci beaucoup. Ah, okay, voilà. Merci beaucoup. On va prendre peut-être une dernière question. Moi, je voudrais exprimer une petite frustration parce que je sais pas ce que c'est finalement un kamishibai traditionnel japonais. Est-ce que ce serait possible d'avoir une petite histoire traditionnelle? Est-ce que Wiko, tu as ça sous le coude? Oui, j'en ai un, mais est-ce que j'ai vraiment du temps? C'est ça qui me pose le problème. De combien de temps il te faudrait? 5, 6 minutes. 5 minutes? C'est faisable? 5 minutes. Mais je dois aller chercher. Attendez. On te prend un petit peu au dépourvu là. Oui, pardon, attendez juste un instant. Donc en attendant donc Wiko aille chercher donc son Camille traditionnel. Je vous rappelle donc juste après donc les stands au sein donc de notre espace kiosque, donc juste à la sortie en fait de l'auditorium, on aura plusieurs compagnies qui seront présentes, nos collègues aussi qui vous proposent de vous présenter certains butails, ou de vous les montrer déjà avec donc des butails en démonstration et des compagnies locales qui seront présentes pour vous parler aussi de leurs spectacles en cours, des spectacles déjà existants et qui prendront le temps d'échanger avec vous jusqu'à 13h. Après, bien sûr, on aura donc la pause, mais bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de rester jusqu'à 13h. Hein. La pause jusqu'à 14h et on reprendra vraiment bien à 14h, d'autant plus que donc Tarama Gohan nous attendra du coup en visio des États-Unis. Donc on aura 1 heure en visio avec cette grande dame également, avec la présence cette fois à nouveau de la traductrice. Donc ça nous permettra d'avoir ce temps-là. Et ensuite, on enchaînera donc sur des rencontres plutôt plus locales, en tout cas, en présence de Fanette Moulin et de Myriam Fouchier, qui nous feront un temps plus spécifique à la fois autour du Kamishibai et du tout petit, et des retours d'expérience dans le cadre de création et de projets Kamishibai plurilingues avec du coup un public plutôt scolaire. Donc, ça nous permet d'avoir ces différentes interventions avec l'idée à chaque fois de se dire on met un focus sur l'international, sur des retours d'expérience par le prisme aussi des publics, parce que bien sûr, c'était l'objet aussi de cette journée, de travailler au-delà simplement de restitution de ce qui peut se faire ailleurs, pour qui c'est fait, comment, et des spécificités aussi selon les types de publics. En l'occurrence, la rencontre de Tarama Gohan nous permettra aussi d'avoir un focus sur le public plutôt senior. Voilà. J'ai meublé pendant que Wiko a trouvé son kami traditionnel. Alors, excusez-moi, j'ai dit traditionnel, mais entre guillemets. Quand vous cherchez le kamishibai vraiment traditionnel, c'est le gaito kamishibai, c'est le kamishibai de rue que je n'en ai pas. Je n'ai pas. Il faut aller dans un endroit spécial pour le voir. Et sinon, il y a par exemple ça qui est disponible en France, ça. Yamamba ou Comment gober une sorcière. Je pense qu'à la bibliothèque, il y en a un aussi. Oui. Il y en a même plusieurs. Mais comme c'est assez long,
c'est un conte japonais, mais très bien, super bien illustré. Et d'ailleurs, l'illustrateur de cette œuvre a dessiné l'affiche de festival Belly Delphine, Eigoro Futamata. Donc, c'est vraiment un kamishibai traditionnel, enfin, pas traditionnel, mais qui raconte une histoire, un conte traditionnel. Mais comme c'est assez long, je ne le fais pas. Et il y a ça. Ah. Que tout le monde connaît, mais comme tout le monde connaît trop bien, je ne le fais pas non plus. Et donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est ça. C'est mon fils, c'est le favori de mon fils. Je ne sais pas si c'est traduit en français. Alors, Myriam Fouché, au fond, me dit non. Non. Il y a, il y a ça en France, c'est un signal pour le train. Oui, passage à niveau. Oui. Est-ce qu'il fait fin? C'est ça, à peu près. D'accord. Donc, c'est pas non plus un kamishibai traditionnel, mais ce que je voulais dire tout à l'heure dans la tradition et tout, c'était la théorie. Donc, il faut, pour un enfant, il faut bien réfléchir sur le cadrage, le rythme des planches, des compositions des éléments, etc. Je sens que voilà, la raison pour laquelle j'ai choisi tout à l'heure donc cette histoire parmi ma collection d'histoires de Toshinsha, en fait, cette histoire, ça n'a quasiment pas de paroles, mais ça marche super bien. Donc ça peut être voilà, une présentation, une idée, une autre idée pour un kamishibai japonais, sans paroles, presque. Merci, Wiko. Et merci vraiment de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis vraiment ravie. Malheureusement, je ne pourrai pas rester parce que il est déjà 20h, 20h30. Donc, je ne pourrai. Mais je regarderai des interventions tout à des fait. autres personnes. On comprend et tout sera filmé de toute façon et sur le site de la bibliothèque, donc aucun problème. Merci. Encore un grand merci pour ta présence, ton investissement et on te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.